Saga présente L'invité de Fontenay, de Frédéric Donaglia, paru chez Belfond en 2005 et lu par David Gatineau. Pour offrir le meilleur à ses enfants, on commet toujours des erreurs. Grandir sa vie, c'est savoir pardonner celle de nos parents. Plus l'amour est nu, moins il a froid. John Owen. Sur la route du Midi, défile le nuptial convoi, chargé d'or et de broderies, du majestueux fleuve roi. Passé la porte de lumière et de soie, le prince rejoint enfin sa belle promise. C'est là, au cœur d'une capitale insoumise, qu'est sacrée leur union de plein droit. Ensemble, ils convolent, silencieux, loin des mensonges, des secrets. Vers le sud, ils descendent heureux, sous le regard de l'invité de Fontenay. Prologue. À cette heure matinale, une lumière dorée caressait l'onde de la Saône. Peu à peu, Lyon s'étirait dans sa lenteur dominicale, sous un soleil qui annonçait une belle journée printanière. Sur le quai Saint-Antoine, les derniers étals du marché s'installaient et quelques clients arpentaient déjà l'allée centrale, ponctuée de couleurs et d'odeurs alléchantes. Gabrielle retournait vers sa voiture, heureuse de ses emplettes. Avec précaution, elle déposa le large carton d'une tarte aux pralines sur le siège arrière. Elle fêtait aujourd'hui ses 35 ans, et ce gâteau d'anniversaire ravirait à coup sûr Laurent et Tristan. Elle n'eut aucun mal à circuler sur les berges encore désertes le long du quartier Saint-Jean. Gabrielle considérait cet instant où la ville s'éveillait comme un privilège. Elle pouvait voir la colline de la Croix-Rousse, ses toitures ocre dressées dans un ciel d'azur de l'autre côté du fleuve. Tout en conduisant, elle sourit à l'idée de la surprise qui l'attendait. Elle connaissait suffisamment l'imagination débordante de son époux pour savoir qu'il avait dû orchestrer quelque chose dans les plus grands secrets et qu'il arriverait une fois de plus à l'étonner. Elle se mit à fredonner un air gai. Les contes de fées existaient, le bonheur aussi. Elle avait une vie merveilleuse aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Laurent et elle formaient un couple uni que rien ne semblait pouvoir séparer. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, elle reçut un appel de Tristan, qui lui demandait d'une voix mystérieuse de se rendre tout de suite à l'aéroport privé de Lyon-Bron. Malgré ses tentatives, elle ne parvint à soutirer aucune information à son fils. Quelques minutes plus tard, elle le retrouvait sur le parking. « Allez, dis-moi où on va » interrogea-t-elle d'un air mutin en le suivant sur le tarmac. « C'est une surprise, tu verras bien. J'ai une très belle tarte pour toi, tu sais. Ce n'est pas très beau de soudoyer les membres d'équipage. » L'interrompit Laurent, rieur et faussement indigné. Très élégant, avec sa casquette de commandant, il se tenait en haut des marches, prêt à embarquer à bord de son petit bimoteur. Bientôt, l'avion quitta la piste pour s'élancer dans les airs. Gabrielle retint son souffle au moment du décollage. Elle ignorait toujours la destination de cette escapade. « Combien de temps partons-nous » questionna-t-elle, intriguée. « 2 jours, fit Laurent en souriant avant d'ajouter. « Nous avons tout prévu. Tes affaires sont dans un sac à l'arrière. » Après avoir longé les montagnes qui surgissaient parfois entre 2 nuages cotonneux, le Piper piqua droit vers la Méditerranée où il amorça sa descente. Gabrielle piaffait d'impatience. « Mon chéri, souffla-t-elle encore à l'oreille de Tristan, allez, dis-moi où on va. À Nice, à Cannes, à Monte-Carlo ?» L'enfant sourit tout en serrant les lèvres bien fort, décidé à ne pas céder. « Mais c'est une véritable conspiration. Pire, un enlèvement. » L'avion poursuivait sa descente dans la lumière azur de cette journée radieuse. Il venait de dépasser la principauté de Monaco et atterrit quelques minutes plus tard à Gênes. Là, une navette les conduisit au port où une embarcation digne d'un film de Fellini les attendait. Tristan prit place sur un fauteuil au centre, tandis que ses parents s'installaient derrière lui, l'un contre l'autre. Gabrielle savourait chaque seconde de cette promenade en mer. Tout autour d'eux n'était que douceur et romantisme. 1 heure plus tard, la proue du Riva pointait ses vernis rutilants vers l'une des rares échancrures de la Riviera encore épargnée par les promoteurs immobiliers. « Bienvenue à Portofino » murmura tendrement Laurent. Portofino. Ce nom magique évoqua à Gabrielle une chanson des années 60, quelques accords délicieusement ensoleillés, l'amour et la joie de vivre dans le berceau de la Dolce Vita. Elle n'aurait pu rêver partager un tel voyage avec quelqu'un d'autre. Face à eux, la côte bordée de pinèdes se reflétait dans les eaux limpides du petit port de pêche, dont les façades rappelaient un décor de théâtre. « C'est super chouette, pas » s'écria Tristan en s'immisçant entre eux. « Regarde là-haut, on dirait un château. »« Non, cow-boy, » répondit Laurent. « C'est l'hôtel où nous allons séjourner. Mais autrefois, c'était un paisible monastère. Enfin, reprit-il d'un air mystérieux, pas si paisible que ça. » Le regard pétillant, le garçonnet attendait avec impatience l'une des innombrables histoires que ne manquait jamais d'évoquer son père. Pendant près de 300 ans, les pauvres moines furent l'objet d'attaques sanglantes et de pillages.
Ouah » grimaça Tristan, visiblement séduit. Les moines durent fuir et abandonner les lieux aux chèvres sauvages, les seuls à vraiment pouvoir survivre sur ces collines escarpées. Plus tard, le baron Baratar fait reconstruire le monastère, et maintenant, c'est devenu un splendide hôtel. Une fois arrivés, Gabriel, Laurent et Tristan s'immergèrent totalement dans l'ambiance latine, lascive et caressante du Portus Delphinis. Ils furent émerveillés par les jardins florissants, les vastes terrasses couvertes de bougainvilliers, de genêts et de haies en cascade irisées que personne n'aurait songé à tailler. En fin de matinée, ils grimpèrent vers les 5 terres, et Gabriel put constater que la vigne était toujours cultivée en restanque, selon la méthode ancestrale. De là, ils purent apprécier une vue imprenable sur la merveilleuse baie. À la demande de Tristan, qui s'impatientait, ils regagnèrent le village, déjeunèrent au Chuflebar sur la Piazzetta. Puis ils rejoignirent la petite crique de Paraggi pour une joyeuse baignade jusqu'à la fin de l'après-midi. Avant de rentrer, ils flânèrent un moment dans les ruelles bordées de maisons de pêcheurs qui affichaient leurs couleurs. Quelques palabres chantantes résonnaient d'un porche à l'autre, tandis qu'au-dessus de leur tête flottait un chapelet de linge étendu aux fenêtres. Depuis la terrasse de l'hôtel, alors que Tristan s'était endormi, Gabriel admirait le somptueux coucher de soleil. Libérant tout leur parfum, les jardins méditerranéens plongeaient vers la mer. Le temps semblait avoir suspendu sa course pour mieux préserver ce coin de paradis. Laurent vint la rejoindre avec un Bellini, savoureux mélange de champagne et de jus de pêche. Sans dire un mot ou le quitter des yeux, Gabriel porta la flûte à ses lèvres. Lors de sa première gorgée, un bruit cristallin attira son attention. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, en découvrant un solitaire au fond de son verre. « Mais tu es fou !»« Oui, de toi. » Ils s'enlacèrent tendrement. Livre 1er. De nos jours. Il avait plu toute la nuit. Surplombant la vallée, où de verdoyants pâturages couraient à la rencontre de la Saône, le château de Fontenay semblait encore endormi. Dans la chambre du premier étage, Gabriel s'éveilla en sursaut. « Quelle heure est-il » s'inquiéta la jeune femme, les paupières encore lourdes de sommeil. Le clocher voisin répondit par 8 coups. « Mon Dieu » s'écria-t-elle en bondissant hors du lit. « Déjà ?» Cette nuit, elle avait dormi seule. Elle secoua la tête et alla prendre une douche glacée afin de chasser ses sombres pensées. Elle devait s'efforcer d'avoir l'air d'attaque, car une journée bien chargée l'attendait. Elle tira d'un geste énergique les rideaux et entr'ouvrit les persiennes. Aérer la pièce tout comme son esprit devenait une nécessité. Indiscret, les raies d'un soleil conquérant s'engouffrèrent aussitôt dans la chambre. Puis ce fut au tour de toute la campagne environnante de révéler ses charmes bucoliques. Le parc de Fontenay, planté d'arbres séculaires, offrait au regard ses allées ourlées de buis, ses massifs ordonnés avec art, et plus loin, au-delà de la balustrade de pierre, ses doux pâturages. Sur la droite, le coteau peigné de vignes de lanciers se devinait derrière un rideau de peupliers argentés. Tout en descendant le large escalier principal, Gabriel élaborait mentalement les priorités de la journée. Avec la pluie des derniers jours, il était urgent de traiter la vigne. Sur la dernière marche, elle ne put retenir un sourire, amusée au souvenir de son entrée à Fontenay, quelques 10 ans plus tôt. La jeune Provençale avait été saisie par ce cadre aujourd'hui familier qui lui avait paru si imposant et impressionnant. Le vaste hall aurait aisément contenu un hôtel entier du cours des Lys. Le sol dallé déroulait ses motifs géométriques au pied d'un majestueux escalier de pierre de taille, voûté et admirablement sculpté. La rampe, en fer forgé qui l'accompagnait, déployait les volutes de ce chef-d'œuvre de ferronnerie témoignant d'une solidité à l'épreuve des siècles. Sur le palier de l'entresol, une immense fresque en vitraux filtrait une lumière parfois indisciplinée. De part et d'autre du hall, 2 lourdes portes se faisaient face, sous une débauche de corniches chantournées qui semblaient veiller au silence des lieux. Ici, intimité et richesse demeuraient farouchement préservées. « Bonjour, man !» s'écria Tristan dès qu'elle pénétra dans la salle à manger. Le garçonnet essuya d'un coup de serviette les traces de gelée de groseille qui maculaient sa bouche gourmande. « Bonjour, mon chéri !» répondit-elle en souriant. « As-tu bien dormi ?»« Super ! As-tu vu papa ce matin ?» Tristan était sur le point de répondre lorsque sa tante Stéphanie pénétra dans la pièce. La petite mine de sa belle-sœur ne lui échappa guère. Gabriel, presque gêné que ses préoccupations se lisent aussi facilement sur son visage, bredouilla un vague bonjour tout en ajustant le col de son chemisier, enfilé à la hâte. Elle s'installa à califourchon sur le banc à côté de son fils. « Qui n'a pas connu les joies d'une panne de réveil ?» lança Stéphanie avec une pointe d'ironie dans la voix. « Bref, ne perdons plus de temps, nous avons un programme chargé. Tout d'abord, je dois faire un tour à Lancier, la coupa aussitôt Gabriel. « Aujourd'hui ?» fit-elle avec une moue indignée.
Désolé, mais avec la pluie, il vaut mieux que Rodolphe pense à traiter la vigne sans plus attendre. Sinon, elle risque d'être attaquée par l'oïdium. Pour Gabriel, Lancier était une véritable bouffée d'air. Ce petit domaine viticole accolé à Fontenay lui permettait d'exercer son métier et surtout constituait son seul lien avec le passé. Bien qu'elle fût désormais une Lambert Duval, ses racines demeuraient profondément ancrées au cœur des cépages. Là-bas, dans sa Provence natale, olivades et vendanges ponctuaient le rythme des saisons. Pour Gabriel, né dans la vallée des Baux, c'était un monde qui lui appartenait, ainsi que la lumière, le mistral et le chant des cigales. Dès sa plus tendre enfance, Pierre Delmas, son père, lui avait appris les rudiments du métier de vigneron. Au fil du temps, ayant constaté les aptitudes remarquables de sa fille, il lui avait livré tous les secrets du bon vin. Sa mère étant morte en couche, il l'avait élevée seul. Il avait assumé tous les rôles, tour à tour, narrateur de contes de fées, ami de jeu, oreille attentive aux premiers chagrins d'amour. La mort tragique de ce père tant aimé avait laissé Gabriel, âgé alors de 16 ans seulement, inconsolable. Heureusement, son oncle avait su veiller sur elle. Il l'avait accueillie à Lancier, où, entourée de vignes, elle avait repris goût à la vie. Stéphanie parut plus amusée que désabusée. Cette chère Gabrielle, toujours prête à faire plaisir à tout le monde. Dans moins de 2 jours, Marie, leur belle-mère, fêterait ses 75 ans avec plus de 40 personnes à leur table. Et cela se préparait dans le plus grand secret. Chacun devait donc mettre la main à la pâte. Alors les vignes, elles existaient depuis toujours, elles attendraient bien un jour ou deux. Bien plus préoccupée de son physique et de sa tenue, Stéphanie n'avait jamais partagé l'attrait de Gabriel pour le travail harassant de la terre. Quand sa belle-sœur comprendra-t-elle qu'elle appartenait désormais à l'une des plus prestigieuses familles lyonnaises? Pourtant, l'épouse de Charles ne s'y pas, tout comme elle garda son naturel lorsque Gabriel lui demanda si elle avait vu Laurent ce matin. « Non, non », lâcha-t-elle hâtivement, occupée à beurrer un nouveau petit pain au lait. Et, sous couvert d'une concession, elle poursuivit par un ordre savamment déguisé en proposition que Gabriel ne put refuser. « Sois tranquille, je m'occupe du petit déjeuner de Tristan, puisque tu es pressé. Pendant ce temps, tu peux aller donner les instructions à Lancier. Notre rendez-vous chez le décorateur a lieu dans un peu plus d'1 heure. » Sur le chemin de Lancier, Gabriel ne put refouler plus longtemps ses inquiétudes. Laurent était introuvable. Dans moins d'1 semaine, ils fêteraient leurs 10 ans de mariage. Pourtant, depuis quelque temps, la jeune femme avait l'impression qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre. Elle se souvint alors du jour où Laurent lui avait demandé sa main. Elle n'avait pas hésité 1 seconde. L'amour et une nouvelle vie l'attendaient. Plus rien ne la retenait vraiment dans sa Provence, si ce n'était le spectre de douloureux souvenirs. Issu d'un milieu modeste, Gabriel n'avait jamais su comment s'y prendre avec les Lambert Duval. Son village natal était plus petit que leur salon. Bien plus qu'une famille, il représentait une véritable institution, l'histoire d'une région dans la grande tradition, et elle avait épousé le fils cadet. Le fondateur de la dynastie avait été le grand-père de Charles Senior, un riche soyeux qui était tombé sous le charme d'un vallon verdoyant aux portes de Lyon. Il avait acquis à l'époque tout le coteau baigné par le soleil et la Saône, coulant à ses pieds, et avait fait ériger une vaste demeure au sommet de la colline. Fontenay venait de naître. Vers le début du XXe siècle, exaspéré par le trafic et le bruit de la place Bellecour, il décida de s'installer définitivement à la campagne. Dès lors, ce pionnier des Monts d'Or fut suivi par une foule d'autres. Tony Garnier apposa sa signature art déco à une aile du château, et le petit-fils du patriarche modernisa le domaine. Mais la plus spectaculaire entreprise de Charles fut sans nul doute la conservation des soieries Lambert Duval en laboratoire pharmaceutique. 40 ans plus tard, ses fils se chargèrent de hisser leur patrimoine industriel au premier rang mondial. Laurent et son frère Charles étaient à présent à la tête d'un groupe immensément puissant qui leur laissait peu de temps à consacrer à leur famille. « Que nous arrive-t-il » souffla Gabrielle, mélancolique. Depuis la veille, où avait débuté l'absence de Laurent, elle était en proie à un sombre pressentiment. La vue des vignes de Lancier et la pensée du travail qui l'attendait lui permirent cependant de chasser ses idées noires. Porter le nom de Lambert Duval était une chose assez simple. Incarner l'esprit de cette famille de la grande bourgeoisie l'était beaucoup moins. Néanmoins, Stéphanie s'accommodait de cette tâche à la perfection. Mieux, l'habit paraissait confectionné sur mesure pour ses épaules délicates. Fille d'un notaire lyonnais, elle avait grandi dans un hôtel particulier à Montchat. Avec sa petite voisine, Marthe Garnier, elles étaient rapidement devenues inséparables et en jeune fille de bonne famille, avaient fréquenté les Jeannettes, puis plus tard les Rallymondains. C'est lors d'une de ces soirées que Stéphanie avait séduit le jeune homme le plus convoité de Lyon à cette époque, Charles Lambert Duval. Celui-ci remplissait toutes les conditions nécessaires pour devenir le gendre idéal, aux yeux de son père. Bien né, promis un bel avenir,
Charles semblait en outre très épris de sa fille. Leurs fiançailles furent donc annoncées sans tarder. Marthe partit quelque temps pour les États-Unis, tandis que dans la capitale des Gaules, Stéphanie s'apprêtait à devenir une Lambert Duval. À chaque soirée officielle, elle apparaissait plus élégante que jamais au bras de son fiancé. Son esprit, ses manières délicieuses tout comme son naturel distingué charmaient ses interlocuteurs. La ville ne parlait plus que de ce couple, si parfaitement assorti. Mais très vite, la rumeur assombrit cet avenir éclatant. Le père de la belle, pris à la gorge à la suite de mauvais placements, se trouva impliqué dans une affaire de détournement d'héritage. Bien que les médisances aient été étouffées dans un premier temps, la fumée persistante qu'elles dégagèrent devint suffocante pour le père de Stéphanie. Un beau matin, son clerc le découvrit mort dans son bureau, la tempe percée d'une balle. Par bienséance, le médecin de famille constata un décès par crise cardiaque, et l'affaire fut close. Stéphanie en retira une profonde amertume, ainsi qu'une volonté accrue d'être reconnue. Lorsque Marthe revint de New York, ce fut pour annoncer son mariage prochain avec Paul Cassan, le bras droit des Lambert Duval, un autre des plus beaux partis de la région. Cet été-là, il y eut 2 mariages très attendus à quelques semaines d'intervalle, pour une seule et même liste d'invités. Aujourd'hui, Stéphanie abordait la quarantaine avec la sérénité des femmes épanouies de son âge. Mère et femme active, elle partageait son temps entre sa galerie de peinture sur la presqu'île, des galas de charité et sa vie de famille. Stéphanie ne se retournait jamais sur le passé. Elle laissait la nostalgie à sa belle-sœur. Seul l'avenir et ses promesses l'intéressaient. Il était loin, le temps où elle devait montrer patte blanche pour entrer à Fontenay. À présent, sa griffe suffisait à signer l'art de vivre des Lambert Duval. Il ne se passait pas une semaine sans qu'un échautier reprenne une de ses réparties dans sa chronique mondaine. Le secret d'un tel engouement était très simple. Stéphanie maîtrisait le système, tout comme ses émotions, avec discrétion et bon goût. Jamais d'esclandre, jamais un mot plus haut que l'autre. Elle savait écouter et donner l'impression de s'intéresser aux problèmes de chacun. Une véritable main de fer dans un gant de velours. Stéphanie sortit son agenda. Elle irait sûrement seule, chez le décorateur. Décidément, on ne pouvait jamais compter sur cette petite provençale. « Tu m'as l'air bien songeuse, chère mère », ironisa Anne-Sophie en la rejoignant, des fleurs plein les bras. « Un souci pour caser une de tes innombrables obligations mondaines, je présume. »« De grâce, chérie, épargne-moi tes railleries. Je suis très ennuyée, crois-moi. »« Laisse-moi deviner. Ah oui, j'y suis. Tante Gabrielle aurait-elle encore frappé ?» Stéphanie acquiesça d'un haussement de sourcils. « De quoi s'agit-il cette fois ?» Anne-Sophie disposa une composition florale dans un vase sur le marbre de la cheminée, tout en écoutant les récriminations de sa mère. « Rien de bien nouveau, maman, conclut-elle. Je constate que tu n'as toujours pas compris. Gabrielle ne suit pas le même rythme que nous. C'est pourtant ainsi depuis 10 ans. Je ne m'y ferai jamais, que veux-tu ?» Tout en contemplant son œuvre, Anne-Sophie se proposa d'accompagner sa mère chez le décorateur, au cas où sa tante lui ferait faux bond. « Merci pour ta proposition. Et félicitations pour ton bouquet. Tu pourras presque en faire ton métier. »« Moi, fleuriste ? Non, maman, j'ai d'autres aspirations. Je l'espère pour toi. » Anne-Sophie, qui était encore étudiante, profita de la brèche pour tester la réaction de sa mère. « Je voudrais travailler. »« Travailler ? Comment cela ? Dans le groupe ? » ?»« Je vois, » laissa tomber Stéphanie, le visage sombre. « En as-tu parlé à ton père ? » ?»« Pas vraiment. Nous avons parfois abordé le sujet sans l'approfondir. »« Et alors ? » ?»« Disons qu'il n'est pas contre. Mais je crois que nous ne visons pas les mêmes postes. Papa ne voit en moi qu'une assistante ou une attachée de presse. Il faut bien commencer par quelque chose, non ? Je sais, poursuivit Anne-Sophie, ennuyée, avant de reprendre le regard étincelant. Tu comprends, moi ? Je rêve de gérer un dossier de bout en bout. Je voudrais tant qu'il me fasse confiance. Mais il te fait confiance. Tu dois savoir que si les femmes peuvent régner sur Fontenay, les laboratoires sont le domaine exclusif des mâles de cette famille, ma chérie. Stéphanie se radoucit, consciente d'avoir peut-être blessé sa fille. Elle lança avec une œillade complice. « Enfin, pour l'instant. » Anne-Sophie sourit. « Je sais, » admit-elle. « Je dois d'abord terminer mes études. Ensuite, épouser un beau parti et lui donner de beaux petits-enfants. Seulement, ce n'est pas du tout l'objectif que je me fixe. Je vais achever mes études, c'est vrai, et finir major de promotion. Alors tu verras, il ne pourra rien me refuser. » À 21 ans, la cadette des Lambert Duval affichait clairement sa volonté d'ajouter un prénom à son nom. Habitée par l'ambition, la jeune femme ne reculait devant rien. Une fois sa mère partie, elle s'attela au travail qu'elle devait défendre quelques jours plus tard devant un jury. Il portait sur une campagne de communication faisant suite à la restructuration d'une enseigne commerciale. Comme elle avait eu l'occasion de le faire brillamment au cours de l'année écoulée, elle devait soumettre un plan marketing complet, un budget ainsi qu'un calendrier d'action.
Mais ce qu'elle souhaitait, c'était du concret, du solide, de quoi appliquer ses théories d'école encore toutes fraîches et prouver sa valeur à son père. Elle avait du flair, un cerveau. Anne-Sophie était une Lambert Duval, elle avait donc de qui tenir. Elle profita de l'absence de Charles pour s'installer dans le bureau du grand homme. Depuis la construction de Fontenay, cette pièce cossue du rez-de-chaussée, véritable annexe du siège social, avait abrité toutes les générations de dirigeants des entreprises Lambert Duval. C'était ici, entre ces 4 murs lambrissés de bois précieux et tapissés de livres rares, qu'avaient été entérinées les décisions les plus importantes du groupe. Toute petite déjà, Anne-Sophie aimait se glisser en douce dans la pièce interdite aux enfants. Dans cette ambiance au charme suranné, résolument masculine et confortable, elle restait de merveilleux instants à contempler les reflets dorés des reliures de cuir. Tant de livres, de gros volumes que son père avait lus. Parfois, quand les pas du maître des lieux approchaient dangereusement, la fillette se dissimulait derrière un fauteuil club. Là, tapie dans l'ombre, elle ne pouvait détacher son regard de la silhouette altière. Crainte ? Sans doute. Admiration, assurément. Quand Charles finissait par la découvrir, l'intruse ouvrait grand ses yeux bleus d'un air étonné. Anne-Sophie avait très vite compris l'impact physique qu'elle avait sur les hommes. Devant tant de candeur, l'autorité paternelle fondait comme neige au soleil, et bien souvent, la fillette se retrouvait assise sur ses genoux. Elle seule parvenait à détourner l'homme d'affaires de ses accaparants dossiers. Anne-Sophie adulait son père comme un dieu vivant. Charles, lui, aurait tout consenti pour satisfaire les exigences de sa fille chérie. La jeune femme ne put concentrer son esprit bien longtemps. Dans cette pièce imprégnée par l'aura du chef de famille, elle laissa courir son regard sur le large bureau, certaine de trouver là une idée, une piste afin de ficeler son projet. Machinalement, sa main toucha le côté droit de la lampe, et ses doigts remontèrent le long du socle en laiton. Dissimulé sous l'abat-jour émeraude, l'arc d'une feuille d'acanthe servait à accrocher la clé du tiroir. Un secret de polichinelle pour Anne-Sophie. Tiens, intriguée à la vue du dossier en cours qu'elle y découvrit. Sur la couverture rouge, la mention au marqueur donnait le ton. Cession des actifs non stratégiques. Immédiatement, la jeune fille sut qu'elle tenait une très bonne piste. Non loin de là, sur l'autre versant, le paysage changeait complètement. Les vignes s'étendaient à perte de vue. Du moutonnement des collines émergeait çà et là une toiture ocre, quelques murs aux pierres dorées ou la pointe ciselée d'un clocher. Lancier ne pouvait renier ses origines agricoles, pour le plus grand bonheur de Gabrielle, qui se sentait bien mieux ici qu'à Fontenay. D'une certaine manière, cette bâtisse lui rappelait l'Outriadou, le mât de son enfance qu'elle avait dû quitter à la mort de son père. Bien que leur conception fût différente, leur architecture respectait les mêmes exigences fonctionnelles et dégageait le charme incomparable des vieilles maisons qui respirent le bien-être. Au rez-de-chaussée, une ouverture haute et large donnait accès à la remise. Une autre, plus petite, menait à la sombre fraîcheur de la cave. Sur la gauche, un vigoureux pied de clématite s'appropriait la main courante de l'escalier. Ses fleurs azur s'épanouissaient avec gourmandise sur le balcon couvert. C'est à l'étage, dans l'ancien salon, que Gabrielle avait choisi d'aménager le bureau de l'exploitation. Une salle assez vaste, pavée de larges pierres irrégulières à l'envi et percée de 2 fenêtres d'où filtrait une douce lumière. Debout près du gros secrétaire à cylindre, Gabrielle ouvrit machinalement le courrier. Mais rien dans sa lecture n'absorba vraiment ses pensées. Son esprit était ailleurs. Elle traversa la pièce, en quête d'un verre d'eau fraîche. Là, le regard perdu dans les vignes, elle se souvint de la première fois où elle avait posé le pied chez son oncle, ici même. Cette exploitation lui était vite devenue familière. Son tuteur, le père Antoine, comme on le surnommait affectueusement dans le village, exploitait le vignoble ainsi que les quelques arpents de Fontenay pour le compte des Lambert Duval. Mais à cette époque, les habitants des 2 propriétés voisines ne se fréquentaient pas. Bien qu'il eût toujours vécu en solitaire et fût réputé pour son caractère ombrageux, Antoine accueillit Gabrielle comme sa propre fille et se montra très attentionné. Il lui laissa vite la liberté de s'occuper des vignes, s'étant rendu compte de la passion de sa nièce. Pour se faire un peu d'argent de poche, Gabrielle vendangeait dans les exploitations de la région. C'est là qu'elle avait vu Laurent, pour la première fois. Elle avait tout de suite été attirée par les manières un peu gauches de ce grand blond. « C'est le fils des voisins », lui avait confié son équipière qui avait surpris le regard de Gabrielle entre 2 rangées. « Ça se voit qu'il n'a pas l'habitude d'abîmer ses mains blanches. »« Je trouve qu'il en a que plus de mérite », avait rétorqué Gabrielle. À la pause déjeuner, Laurent était venu demander à Gabrielle la permission de partager son banc de pierre. Elle avait bredouillé quelques mots incompréhensibles sans oser lever le regard sur lui. « Je ne suis vraiment pas doué pour ce genre d'exercice »,
avait-il lancé en jetant un œil critique sur les ampoules qui parsemaient la paume de ses mains. « Vous devriez appuyer davantage sur l'extrémité de votre serpe et non sur le manche. » s'était-elle surprise à répondre. « Merci pour le tuyau. » Laurent s'était révélé un garçon très simple, plein d'humour et de bonne volonté. Il ne semblait pas insensible au naturel de Gabrielle. Sa spontanéité tout d'une pièce, parfois sonore, comme ses éclats de rire, ne cessait de le séduire. Au fil des semaines, ils avaient appris à s'apprécier, à se découvrir des goûts communs. Mais cette idylle naissante avait dû s'arrêter là. Laurent devait reprendre ses études et décrocher un master en commerce international à Boston. Il s'était écrit pendant 3 ans, forgeant une véritable amitié. Quand Laurent était revenu à Fontenay, Gabrielle venait de trouver un stage de sommelier au restaurant Lou Marquès à Arles. Un beau jour, Laurent, son frère Charles Junior et son père le Charles Senior s'étaient rendus à un repas d'affaires dans cette région. Laurent avait passé 3 jours dans la Rome des Gaules, bien décidé à n'en repartir qu'avec la belle provençale à son bras. Au fil du temps, Gabrielle s'était acclimatée à Fontenay, autant que peut le faire une personne qui se sent intruse, avec retenue et circonspection. Pour la première fois, elle partageait l'existence d'une famille, d'un clan. Ce mode de vie, toute génération confondue dans une vaste demeure, ressemblait à celui qu'elle avait vu au château de Montauban, chez les redoutables employeurs de son père, en Provence. Bien sûr, ici, il en allait tout autrement. Gabrielle était une Lambert Duval à part entière et fut accueillie en tant que telle, malgré quelques premiers regards en biais, clairement désapprobateurs. Néanmoins, la petite provençale ne parvenait pas toujours à prendre ses marques dans un univers totalement régi par l'étiquette familiale. Par amour pour Laurent, elle surveillait ses gestes, chacun de ses mots, et adaptait sa respiration à ce nouveau rythme. Mais bien souvent, le naturel reprenait le dessus, et la reléguait confuse dans le rôle de l'invité de Fontenay. C'est sans doute pour cette raison qu'elle aimait tant Lancier. Sa retraite privilégiée, son espace de liberté, son héritage aussi. Là, elle se savait utile, dans son élément, et reconnue des siens pour son professionnalisme. Gabrielle était une fille de la terre et très fière de l'être. Laurent le comprenait. Laurent comprenait tout, du reste. Sans jamais aborder le sujet, il avait été le premier à encourager sa femme dans cette voie. Leur couple fonctionnait sur une réelle complicité qui pouvait se manifester spontanément. Une simple remarque suivie d'une œillade, et leurs regards s'enflammaient du même rire. Depuis toujours, Laurent, le Benjamin, passait pour l'enfant terrible de la famille Lambert Duval. La spontanéité de Gabrielle ne pouvait que s'accorder à merveille avec son tempérament. L'horloge sonnant la demie ramena Gabrielle à la réalité et à ses devoirs envers les vignes. Une demi-heure plus tard, Gabrielle revenait des chais et se dirigeait vers l'ancienne serre. Lové au fond du parc de Fontenay, la dépendance se dissimulait derrière la généreuse boule d'hortensia. C'est là que Marie Lambert Duval passait le plus clair de ses journées à peindre. Au fil du temps, l'atelier était devenu en quelque sorte une retraite volontaire. Un lieu bien à elle, discret, loin du tourbillon des affaires qui n'étaient plus de son âge, selon ses dires. Et bien que la peinture fût son violon d'Ingres, la volonté de laisser à ses fils et à leurs familles respectives suffisamment d'intimité était en fait la vraie raison de ce retrait. Chacun à Fontenay savait où la trouver. Sa porte restait ouverte en permanence. Maminou, comme tous l'appelaient ici, était toujours présente et attentive. Chacun connaissait le motif de ses fréquents isolements, et nul ne s'y opposait. Ainsi, grâce à ce tacite respect mutuel, les générations cohabitaient en bonne harmonie. Près de la porte, Mozart accompagnait le bourdonnement des abeilles. Gabrielle frappa. « Entre, ma belle !» s'écria la vieille femme, sans même lever le nez de sa toile. Et devançant l'étonnement de Gabrielle, la septuagénaire poursuivit, amusée. « Avoue que ce serait le comble si j'étais incapable de différencier l'entrée de mes enfants de celle d'un inconnu. » Gabrielle fut touchée par ces mots. À Fontenay, univers où pudeur pouvait souvent rimer avec froideur pour toute personne non avertie, le « mes enfants » en disait long. « Toi, tu es comme Mozart, ma chère enfant, tout en douceur, » précisa-t-elle, en caressant d'un mouvement délicat une partition imaginaire. « Bonjour, Marie, et merci pour le compliment. »« Oh, ça n'a pas l'air d'aller. »« Si, je vous assure, » bredouilla Gabrielle, mal à l'aise. Marie posa son pinceau, puis d'un geste élégant, tapota l'assise d'un siège tout près d'elle. « Voyons, ce n'est pas à mon âge que l'on peut me duper, tu ne crois pas ?» Le sourire triste de Gabrielle invita Madame Lambert Duval à reprendre avec tendresse. « Sache que si tu éprouves le besoin de te confier, je suis là. Je peux éventuellement essayer de te conseiller. Mais en aucun cas, je ne me permettrai de te juger. » Face à elle, sa belle-fille se tortillait sur son siège.
Le cœur d'une mère saigne toujours à la vue d'un seul de ses enfants malheureux. Partagé entre une nature impulsive et les préceptes de discrétion en vigueur à Fontenay, Gabrielle hésitait, par pudeur autant que par respect. Mais Marie était la seule personne de cette famille à qui elle pouvait parler en toute franchise. Après une profonde inspiration, elle dit que Laurent n'était pas rentré depuis la veille. Le regard de Marie était empli de compréhension. « Je vois, fit-elle à la fin du récit. Toi et Laurent avez 10 ans de mariage et un adorable enfant. Cela ne signifie pas pour autant que vous n'avez plus rien à découvrir l'un de l'autre. Un couple doit apprendre à se comprendre, à chaque étape de la vie, à s'étonner, parfois même à se surprendre. Tant que les ponts de la communication résistent, on peut toujours se retrouver. » Madame Lambert Duval ouvrit grand les bras et Gabrielle vient s'y blottir. « Ma toute petite », sourit Marie en lissant les cheveux de sa belle-fille. Ces quelques mots résumaient assez bien leur relation singulière. Leur sentiment réciproque comblait le manque affectif d'un rapport mère-fille que ni l'une ni l'autre n'avaient jamais eu la chance de connaître. « Ne doute jamais de l'amour de Laurent. Je connais mon fils. Il ne cherche que ton bonheur, et celui de Tristan, bien sûr. Je suis certaine qu'il t'aime comme au premier jour. Vous êtes du même bois tous les deux, et sur ce point, rien n'a changé, crois-moi. » Gabrielle se redressa, une lueur de confiance animait à présent ses yeux rougis. Elle dodelina de la tête en signe d'assentiment. « Je pense que tu devrais lui parler, » poursuivit Marie, « sans tarder. Les hommes de cette famille ne sont pas vraiment doués pour la communication. » Cette vérité força le sourire de Gabrielle. « Nous avons toutes épousé des Lambert Duval. Leur monde est masculin, les femmes en sont discrètement éconduites. Moi-même j'en ai souffert. Mais à mon époque, on ne voyait pas les choses de la même manière. De mon temps, la rivalité existait avec les concurrents. Alors qu'aujourd'hui, c'est au sein même d'une famille qu'elle peut se trouver. Oui, même entre deux frères comme Charles et Laurent. Le contexte économique actuel doit certainement attiser les tensions. À la réflexion, c'est sans doute pour cela que je préfère la peinture. Au moins, je peux refaire le monde dans les tons les plus roses. » Les dernières mesures du concerto pour hautbois vinrent s'éteindre sur cette dernière remarque. Mentalement, Gabrielle mesurait tout le bien fondé du conseil de sa belle-mère. Son couple vivait depuis 10 ans à son propre rythme, non à celui de Fontenay. Leur histoire s'épanouissait en plein soleil, loin des cachotteries. Se voiler la face et refuser de voir la distance qui se creusait entre eux depuis quelque temps aurait été hypocrite. Elle abhorrait par-dessus tout ce genre d'attitude qui ne lui ressemblait pas. « Vous avez raison, je vais lui parler dès ce soir. »« Pourquoi ce soir ? Pourquoi toujours remettre à plus tard une chance d'être heureuse ? J'ai promis à Stéphanie de l'accompagner en ville. Même les impératifs ont des priorités. Et tu sais, le bonheur n'attend pas. » « Vous avez raison. » Marie poursuivit, le regard soudain triste. Une pointe de regret semblait percer la douceur de sa voix. « Le bonheur est un chemin à suivre, pas une destination. Il doit se vivre au quotidien. Il n'y a qu'une seule façon d'être heureux, mais des dizaines de manières pour ne jamais l'être. Stéphanie attendra. Elle aussi prendra le temps de mourir. » Gabrielle l'embrassa avec fougue. « Je vous adore, ma minou. »« Je l'espère bien, » fit-elle en chargeant un autre CD sur la platine. « Si tu as une minute, je voudrais te faire écouter quelque chose. » Les premières mesures de Casta Diva vinrent remplir l'espace comme une suite naturelle au silence. Puis lentement, très lentement, l'émouvante prière de Norma s'éleva vers la déesse Lune. Le chœur des prêtresses y unit sa complainte, crescendo. La voix, d'une pureté céleste, se plaçait avec harmonie. Peu à peu, elle emplit la serre d'une ferveur ardente avant d'atteindre l'émoi suprême sur les ultimes vers de Felice Romani. Spagin terra che la pace. Che regnar tu fai nel cielo. Gabrielle avait reconnu la voix de Constance Berruti, la célèbre cousine soprano de Marie. Qui ne connaissait pas cette grande dame ? Sa renommée internationale brillait encore 20 ans après sa mort, bien au-delà du seul milieu lyrique. La Berruti avait incarné la diva au destin tragique, l'héroïne puccinienne aux passions aussi violentes que celles des personnages qu'elle interprétait. « Je pense souvent à elle, » concéda Maminou, en proie à la mélancolie. Cet enregistrement date de 1965. C'est avec Norma, son rôle fétiche, qu'elle fit ses adieux à la scène. C'était à Covent Garden, à Londres. L'image que je garde de cette ultime représentation est celle d'une femme que l'amour avait totalement abandonnée. Son regard n'avait plus cet éclat si particulier. Elle avait renoncé. Et ce renoncement a eu raison d'elle. Marie leva les yeux au ciel, en signe d'impuissance. « Tu dois te demander pourquoi je te parle de tout ça. Simplement pour te dire que le silence est le poison de toute relation. Combat-le sans jamais baisser les bras. Tu vois, ne pas le faire fut la plus grande méprise de Constance. » Comment cela a-t-il pu se produire ? C'est très simple. Louis, mon cousin, était amoureux de Victoire de Montauban.
Celle-ci, comme tu le sais, a fini par rompre leurs fiançailles pour épouser Eugène Lescure. Par dépit, Louis s'est lancé à corps perdu dans le travail. Fort de beaux succès professionnels, il a rencontré un soir l'étoile montante de l'opéra et est tombé sous le charme de sa performance scénique à la Scala. Jeune, Constance avait déjà une beauté racée et un maintien de princesse qui ne laissait personne indifférent. Dès lors, il lui fit une cour effrénée qui alimenta la une des journaux. Je pense qu'à cette époque, Louis l'aimait sincèrement. Leur bonheur dura tant que Victoire resta à l'écart. Gabrielle ne put réfréner une mimique entendue. Elle connaissait bien la redoutable marquise de Montauban, dont son père était le maître de chais. Alors que Constance prêtait à présent sa voix à Violetta, l'héroïne de la Traviata de Verdi, Marie eut cette réflexion, comme pour elle-même. Nous avons tout aimé, et en avons toutes souffert à un moment ou à un autre, car l'amour est un mélange de miel et de fiel. Tout le secret consiste à savoir déguster le premier avec délice pour que le second soit moins amer. Elles échangèrent un regard plein de tendresse, puis Gabrielle remercia Marie, encore émue par l'envoûtante musique. Marthe Cassan écoutait les dernières recommandations de son médecin. L'homme en blouse blanche lui disait qu'elle pouvait regagner sa maison et reprendre sa vie. Mais quelle vie? Celle d'avant le drame? Quand Élodie, sa fille unique, riait encore? Marthe se trouvait peut-être dans une clinique spécialisée, devant un psy, mais elle savait parfaitement que plus jamais rien ne serait comme avant. À quoi bon, du reste? Le souhaitait-elle simplement? D'une certaine façon, la dépression qui l'avait maintenue plusieurs mois dans cet établissement était la seule marque vivante du passage d'Élodie sur cette terre. Et à sa manière, la douleur qu'elle éprouvait à présent gardait ardent son souvenir. « N'ayez crainte, » conclut le docteur Frémont. « Je viendrai vous rendre visite tous les jours. » Sans un mot, Marthe écouta le médecin lui expliquer que dans le cadre de leur nouveau programme, elle devenait une patiente externe, ce qui constituait une avancée conséquente sur la voie de la guérison. « Voulez-vous que je demande à votre mari de venir vous chercher ?»« Non !» s'écria-t-elle d'un bref sursaut de panique. Puis elle reprit, plus calme. « Comme vous le disiez, à l'instant, il est grand temps pour moi de reprendre une vie normale. Je pense qu'il vaut mieux m'y mettre tout de suite. »« Bien, très bien, » acquiesça le médecin. « Je voudrais faire la surprise de mon retour à Paul, » poursuivit-elle, un sourire nerveux aux lèvres. « Je compte sur votre discrétion. »« Vous avez ma parole. » Moins de 2 heures plus tard, Marthe Cassan se trouvait à bord d'un taxi. Une fois qu'elle eut passé la grille de l'établissement, écrasée sous le poids de son erreur, elle se sentit encore plus désemparée. La ville l'agressait. Tant de bruit, de circulation, de gens, tant de vie aussi, alors qu'elle était déjà morte. En presqu'île, plus aucun centimètre carré ne restait disponible pour stationner. À l'heure du déjeuner, les pratiques automobiles débordaient d'ingéniosité machiavélique. Trottoirs, passages piétons, plates-bandes de gazon, une joyeuse anarchie régnait autour de la place des Célestins. Gabrielle se faufila entre les véhicules abandonnés. Leurs propriétaires, sans doute quelques estomacs affamés, suivant la loi de la jungle citadine, avaient bafoué sans complexe celle du respect et du civisme les plus élémentaires. Gabrielle se félicita d'avoir choisi un véhicule de taille modeste. Juste derrière un 4x4, juché en équilibre sur la première marche du théâtre, sa Mini Cooper put se loger dans une place de la taille d'un mouchoir de poche. La jeune femme se dirigea prestement vers le restaurant. La satisfaction que lui avait procurée cette victoire urbaine s'effaça rapidement. Laurent demeurait introuvable. « Enfin !» s'exclama Stéphanie, arborant un sourire mondain. « Mais où étais-tu? Voilà près d'1 heure que nous t'attendons. »« Je sais, et je vous prie de bien vouloir m'excuser. » L'épilogue, attiré autant par ses appétissantes tartes et autres salades composées que par la clientèle célèbre qui les picorait. Stéphanie et Anne-Sophie y avaient leur habitude lors de leurs épuisantes journées de shopping. « Toi aussi tu as eu du mal à te garer ?» enchaîna Stéphanie pour justifier le retard de sa belle-sœur. « Pas du tout. »« Ah bon? Eh bien, je sais pas comment tu fais. Moi, j'ai tourné pendant près de 10 minutes. Une Mini se gare plus facilement que ta Jaguar. »« C'est vrai, mais c'est tellement inconfortable. » Seul un sourcil en accent circonflexe trahissait l'agacement de Stéphanie. « Installe-toi vite, » reprit-elle, doucereuse. « Je te recommande la tarte forestière. Leurs Maurice sont un vrai régal. »« C'est gentil, mais je suis juste passé vous dire que je vous retrouverai un peu plus tard. »« Ah bon ?» siffla Stéphanie avec un rictus crispé. « Laurent est introuvable depuis hier. Je vais aller voir au bureau s'il n'y est pas. Charles sait peut-être quelque chose. Tout ça ne ressemble pas à Laurent, et je suis mort d'inquiétude. » L'émotion enflamma les dernières phrases de Gabrielle. Sa belle-sœur se voulut rassurante après avoir vérifié au préalable, assurée qu'elle ne devenait pas le centre d'intérêt de tout le restaurant. « Rentre à Fontenay, il ne va pas tarder. Nous nous occupons du cadeau de Maminou. »« Merci. » Dès que la porte se fut refermée sur elle, Anne-Sophie demanda tout haut ce que tous pensaient tout bas à Fontenay. « Maman, tu crois Laurent capable d'avoir une liaison ?»«
Tu sais, pour ce genre de choses, nul n'est prophète en son pays. La jeune fille piqua une feuille de salade de la pointe de sa fourchette. C'est curieux, je l'imaginais pas comme ça. Comme quoi, coureur, lui, oncle Laurent? Si amouraché de sa belle provençale? Ajouta Anne-Sophie, avec une pointe de cynisme dans la voix. Je sais, ma chérie. De toute façon, un mariage, c'est souvent la roulette russe. Les couples apparemment les plus unis sont ceux qui peuvent réserver le plus de surprises. L'ambiance risque d'être agitée à Fontenay. Et particulièrement tendue, j'ai l'impression. Enfin, tant que ça sorte pas de la famille. Sur ce point, je ne compterai pas trop sur notre chère Gabrielle, maman. Tu sais bien comment elle est. Les deux femmes échangèrent un regard entendu, puis terminèrent leur repas en silence. De son côté, Gabrielle roulait en direction du Rhône, de plus en plus anxieuse. Tels des maréchaux ornés de leurs plus riches décorations, les immeubles du quai aux Gagneurs se tenaient au garde-à-vous devant leur souverain, le Rhône. Leur prestance renvoyait l'image imposante d'un alignement de façades d'apparat. Cossu, tout en restant sobre, riche, sans ostentation, le siège du groupe Lambert Duval se fondait dans cet ensemble. Seule une plaque de laiton le distinguait. Pourtant, passé la porte cochère, la créativité s'emparait des lieux. Sur 5 niveaux, elle régnait sans partage sur l'honorable édifice de la rive gauche. L'architecte Jean Nouvel avait opté pour un concept proche de celui dont il avait usé pour rénover l'opéra, un high-tech en ligne épurée, à la différence près que, ici, le blanc clinique remplaçait le noir théâtral. Au centre du rez-de-chaussée, une micro-forêt tropicale étirait ses palmes verdoyantes vers le toit de verre qui chapeautait désormais la bâtisse. À chaque étage, un large corridor cerclait l'écrin de verdure dont du bois clair soulignait les courbes. Un ascenseur transparent reliait les 5 anneaux obéissant à l'ordre hiérarchique. Un peu nerveuse, Gabrielle gagna machinalement l'étage de la direction. Dans ses pensées, elle se trouvait déjà face à Laurent. Elle cherchait les mots justes, ceux qui amèneraient l'homme de sa vie à se confier. Et plus elle avançait, plus elle sentait son cœur battre. À ce rythme, il allait jaillir hors de sa poitrine. « Tu calmes, Delmas, » se dit-elle. « C'est ton mari, tu vas voir, pas un juge aux assises. Que crains-tu » Quoique fébrile, Gabrielle répondit au bonjour d'une employée, un sourire poli figé sur les lèvres. En 10 ans, elle aussi avait changé. Sa spontanéité s'étiolait. Sa franchise se métamorphosait de plus en plus sous l'influence de sa belle famille, si, comme il le faut. À son contact, elle s'était forgé un stoïcisme. À présent, elle parvenait un peu mieux à masquer ses troubles, à dissimuler ses sentiments derrière un visage impassible. Gabrielle se rendait parfaitement compte de cette nouvelle identité, tout en sachant que ce n'était qu'un reflet anamorphosé. À quelques pas du bureau de Laurent, Gabrielle prit une profonde inspiration pour se donner du courage avant d'entrer. Mais, avant même qu'elle puisse aller plus loin, la porte s'ouvrit sur Charles Lambert, son beau-frère. « Ah !» s'exclama-t-il, apparemment soulagé de la voir. « Tu ne sais pas où se trouve Laurent ? Personne ne l'a vu ce matin, et nous avons une importante réunion avec des investisseurs dans moins d'1 heure. » Puis il poursuivit sans plus de formalité. « Si tu as la chance de le croiser avant moi, dis-lui que j'espère une explication en béton. Il vaudra mieux pour lui. » « Oui, oui, » bredouilla Gabrielle, plus dépitée de voir ses illusions s'envoler que de subir l'humeur irascible de son beau-frère. Avant de s'éloigner, Charles conclut avec son tact habituel. « Ça n'a pas l'air d'aller ? T'as une tête épouvantable. » L'aîné des Lambert Duval, dans toute sa splendeur, direct, exigeant et souvent dur avec son entourage, un homme de tête, habitué à ce que le monde marche à sa cadence frénétique. Une fois qu'il eut disparu, Gabrielle resta seule au milieu du couloir, immobile, interdite. La déception venait de faire place à l'inquiétude. Quelque chose d'anormal se passait. Tout cela ne ressemblait en rien au Laurent qu'elle connaissait. Derrière son bureau présidentiel, Charles martelait nerveusement de l'index le plateau de verre placé devant lui. Il était d'ordinaire d'un naturel stoïque, mais la situation critique dans laquelle se trouvait le groupe aujourd'hui mettait son flegme de PDG à rude épreuve. Cependant, il ne s'agissait pas de la première crise que rencontrait la société familiale. Ça avait été le cas après le conflit de 1870, ainsi qu'après les 2 guerres mondiales. Chaque fois, elle en était sortie plus forte grâce aux découvertes des chercheurs. Quand le ministère de la Santé donnait son feu vert, la recette des nouvelles molécules quittait les éprouvettes du laboratoire pour une fabrication industrielle dans l'usine Lambert Duval, aujourd'hui transférée en plaine de lin. Au début des années 80, la succession entre Charles Senior et ses fils avait entraîné une ouverture du capital. Cette bouffée d'oxygène avait pour but de lui donner, grâce à une organisation nouvelle, les moyens de sa future dimension internationale. C'est ainsi que Paul Cassan était devenu actionnaire. « Je pense qu'ils ne vont plus tarder », voulut le rassurer son bras droit, sans trop y croire lui-même. « Je les y invite !» Depuis plus de 10 ans,
Franck Claver suivait les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.